Donc, moi, je suis Jawad Alaoui. Je suis ingénieur en mathématiques de formation. En tant qu'ingénieur de données ou modélisateur dans des laboratoires de recherche, notamment en agroalimentaire, en agronomie, et puis en imagerie médicale, enfin, médicale en général. Et puis, j'ai intégré assez tôt, après ces expériences-là, le monde bancaire et le monde des risques, donc sur des systèmes de modélisation de risques, des indicateurs, enfin des modèles qui sont toujours aujourd'hui utilisés, comme le modèle de Lavar. Donc, l'objectif était d'être capable, avec un certain pourcentage, d'estimer ce que serait une perte maximale en cas de problème sur les marchés. Voilà, et puis avec le temps, je me suis spécialisé dans on va dire la construction bancaire. Et assez tard, voire quelques années plus tard, j'ai commencé à participer aux nouvelles initiatives autour de la donnée, qu'on pouvait avoir dans le domaine bancaire, mais qu'on a vu arriver à partir de 2013-2014 dans plusieurs autres industries. Donc l'idée était de voir comment on peut tirer avantage des données. Donc j'ai participé à des initiatives de création de data lab, de IA lab, d'incubateurs, au début dans des grands groupes, et puis après dans des startups, et aussi par la création d'une entreprise de services spécialisée dans le domaine de l'analyse et le traitement de données à des fins des fins d'exploitation par ou bien de la BI, hein, donc la capacité à avoir des indicateurs de suivi, ou bien des use cases plus avancés en intelligence artificielle. Et donc là, on va être sur donc je fais beaucoup de choses autour du NLP, autour de l'analyse sectorielle, par exemple, la capacité à détecter les anomalies. Voilà. Donc ça, c'est le type on va dire, de sujet sur lequel j'ai pu travailler en bout de chaîne euh, grâce aux différentes expériences et de services qui s'appellent Norma. Voilà, rapidement, 20 ans d'expérience. Merci beaucoup pour cette présentation très très exhaustive. C'est vraiment très intéressant comme parcours. Et encore une fois, on a vraiment le plaisir de vous avoir parmi nous pendant cette édition de la Winter School. Vous avez parlé du fait que vous êtes CEO de Normadev. Pouvez-vous nous dire quelles sont les motivations, qu'est-ce qui vous a motivé à switcher vers l'entrepreneuriat, à être CEO de Normadev, et quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés? Oui, bien sûr. Alors, ce qui m'a le plus motivé, c'est j'avais l'envie de créer une structure qui est centrée autour de l'apprentissage. Ces dernières années, au minimum ces 10 dernières années, on a vécu une accélération de la productivité grâce à l'apprentissage, et c'est quelque chose qui est assez nouveau. Peut-être que pour vous, plus jeune que moi, vous avez grandi donc dans un monde ouvert, hein, où il y a beaucoup d'open source. On apprend toujours des nouvelles choses tous les jours, des choses qui arrivent et qui peuvent changer complètement nos manières de travailler. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et que je trouvais pas assez exploité dans les grands groupes et dans les structures dans lesquelles j'ai travaillé précédemment. Et parce que la manière de s'organiser est complètement différente. C'est-à-dire que mon sentiment et donc mon envie était de centrer le quotidien du développeur, le quotidien du data scientist autour de l'apprentissage, que ça soit finalement sa tâche principale.
voilà, enfin, ça me paraissait assez naturel. Ce n'était pas le mindset, hein, ou la manière dont les choses étaient faites dans les grands et moyens groupes. Voilà, on avait une manière plus ancienne, on va dire, là-dessus, pour suivre, manager, aussi juger de la productivité. Donc, mon objectif principal était d'installer un mindset grâce à cette société-là. Et donc, et bien sûr, comme je l'ai dit, étant une structure centrée sur l'apprentissage, dans l'ADN aussi de cette entreprise, il y a l'accompagnement des étudiants dans les écoles. Donc, tous, quasi tous, on va dire 75% des gens qui travaillent avec Norma donnent aussi des cours, font des interventions dans les écoles et ont une casquette aussi de partage de connaissances. Ça, c'est vraiment ma motivation principale. Et bien évidemment, j'avais envie de faire plus de données, plus d'IA. Quand on a une entreprise qui est centrée autour de l'IA et autour des données, on choisit un peu plus ces sujets et on est capable d'aller aller un peu plus travailler avec des entreprises qui ont des projets de ce type-là. Ce n'est pas toujours le cas quand on est salarié dans un grand groupe, hein, donc on n'a pas toujours la possibilité de choisir les sujets qui nous plaisent le plus. Oui, merci beaucoup pour cette réponse. C'est vraiment une mission et des objectifs très, très honorables et que j'apprécie beaucoup et qui doivent être adoptés de nos jours dans plusieurs entreprises, à plusieurs échelles. Et donc, je pense que c'est aussi ce qui vous a poussé à participer, non pas seulement à cette édition de la Winter School, mais aussi à la Spring School de l'année dernière. Vous avez organisé un atelier hand-on. Et pouvez-vous nous parler de ce que vous avez proposé lors de cet atelier et votre intervention en général lors de cette Spring School? Oui, bien sûr. Oui, effectivement. Sur la Spring School, j'avais un atelier hands-on qui était autour de l'exploration des données grâce à l'NLP, et avec un cas concret. Donc, l'objectif était tout de suite de mettre les participants sur une problématique et de dérouler l'analyse plus ou moins standard qu'on peut avoir sur ces problématiques-là et les aider à manipuler vraiment du code. Donc, le sujet était la catégorisation, déjà l'étude d'un dataset qui sur des compagnies aériennes, parce que le sujet était le transport, hein, sur la journée sur laquelle j'intervenais. Donc l'idée, c'était d'avoir un dataset en cohérence avec la journée de transport et un dataset qui était extrait de Twitter. Donc ce sont des tweets d'avis de consommateurs qui ont pris l'avion, hein, et qui donnent leur avis sur leur voyage ou sur la compagnie en question. Évidemment, c'est une donnée qui n'est pas structurée, donc difficile à interpréter pour une entreprise. Comment tirer quelque chose de lisible, quelque chose qui permet de prendre des décisions et d'améliorer la situation de l'entreprise. Vraiment, le sujet était utiliser le NLP pour transformer cette donnée non structurée en indicateur lisible, actionnable, comme on dit dans le monde de l'entreprise, et chiffré. Voilà, donc on a utilisé différentes techniques qui, in fine, nous ont permis de sortir des dashboards, avec les problématiques rencontrées par les différentes entreprises, par exemple les entreprises où il y a eu beaucoup de pertes de bagages, les entreprises où il y a eu du retard, et du coup pouvoir aussi comparer notre entreprise. Donc, bon, on a choisi une, avec les autres, et se dire, OK, voilà le positionnement de mon entreprise par rapport aux autres, voici où je suis meilleur, où je suis moins bon, et tout ça par la collecte d'informations brutes des réseaux sociaux. Et c'était très bien, vraiment, c'était une très bonne session. Il y avait des étudiants, mais il y avait énormément de professionnels aussi, et c'était intéressant de pouvoir échanger avec eux sur aussi leur utilisation quotidienne de la data science et de l'IA, et leurs outils actuels et les transformations en cours. Parce que ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans les échanges
Centrale Casablanca, c'est la capacité de l'école à fédérer aussi dans le monde professionnel. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très important. Centrale Casablanca, on l'a compris. Il faut continuer. Si on veut avoir des étudiants bien formés, il faut que ces étudiants soient très vite confrontés aux problématiques réelles et aussi aux discours qu'on peut trouver dans le monde professionnel et tout niveau d'industrie. Hein. Mais être capable de créer une synergie comme ça entre les écoles, enfin, parce que là, les événements, maintenant, en plus, il y a plusieurs écoles, donc c'est très bien. Donc, fédérer des écoles avec des professionnels, avec des indépendants, bah, on crée ce qu'on appelle un écosystème. Donc, on sait très bien ce que ce type d'écosystème a produit dans d'autres pays. Donc, voilà, c'est une très, très bonne expérience et je pense que les retours ont été très positifs de la part de tous les intervenants et les participants aussi. Merci beaucoup. En tout cas, c'est grâce à vous et grâce à tous les intervenants et participants qui nous encouragent encore plus à faire chaque année une nouvelle édition de cette Winter School et Spring School. Et donc, cette année, vous êtes encadrant dans le cadre d'un hackathon dans la Winter School et dont le thème est l'IA générative. Pouvez-vous nous dire qu'attendez-vous des équipes que vous encadrez? Et encore plus généralement, comment voyez-vous l'impact de cette école d'hiver sur la communauté de l'IA en général? Et est-ce que ce genre d'événement, comme vous l'avez bien dit, comment ce genre d'événement pourrait augmenter l'utilisation de l'IA dans notre communauté marocaine et aussi à l'échelle internationale? Encourager ce genre d'initiative. Alors, vaste sujet, hein, l'IA générative. De toute façon, clairement, l'une des thématiques les plus importantes de 2023 et de ce qu'on voit aussi sur 2024, énormément de produits attendus, énormément d'entreprises qui sont intéressées par l'IA générative. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi? Honnêtement, énormément de potentiel. Moi-même, ayant baigné dans le monde de l'IA pendant des années, j'étais étonné des avancées, l'accélération qu'on a vue entre fin 2022 et 2023, que ça soit sur vraiment, on voit même que ultra varié maintenant, donc on traite du texte, on traite de la voix, on traite de l'image, maintenant on commence à générer des vidéos. L'IA générative qui était peut-être il y a 4-5 ans de l'ordre de la recherche pure, hein, donc avec des performances pas vraiment au rendez-vous, est aujourd'hui réellement opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui s'appuient sur l'IA générative texte de type ChatGPT ou Llama ou Mistral, ben, là, on a tout de suite une augmentation de la productivité des équipes, quel que soit leur métier. Bien évidemment, c'est évident. Je pense que vous, en tant que développeurs et développeuses, vous avez bien vu ce que des outils comme ça peuvent vous apporter. Et d'ailleurs, chez Norma, tous les développeurs en tirent parti. C'est un gain considérable. C'est un coach, bien sûr, qui ne sait pas tout et puis des fois qui peut se tromper. Ça, il faut savoir travailler avec, mais ça reste un outil qui permet d'explorer des pistes, de comprendre des choses. C'est un assistant et réellement qui a beaucoup de valeur sur le monde de la génération d'images. Pareil, on a fait des sauts incroyables. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur LinkedIn pour voir que énormément d'images aujourd'hui qui sont générées comme des couvertures d'articles ou quoi sont maintenant générées par des IA comme ça. Alors, moi, j'ai la chance de travailler aussi dans le domaine du jeu vidéo. Alors, même si dans le jeu vidéo, bien sûr, on ne veut pas faire que de l'IA générative parce que ça reste de l'art et on veut que les artistes puissent s'exprimer par le jeu vidéo aussi. Les utiliser comme des outils d'inspiration,
ça a beaucoup de valeur, ça permet d'aller un peu plus vite dans ces processus-là. D'ailleurs, l'un des sujets que j'ai proposé dans l'hackathon est autour de l'IA générative appliquée aux jeux vidéo. Et bon, pareil, sur la voix et sur la capacité à comprendre des réunions comme la nôtre, où aujourd'hui il y a des assistants qui font des comptes rendus avec des actions. Enfin, pour nous, c'est le futur. Hein. C'est clairement, enfin, moi, donc voilà, j'ai vécu l'émergence de, ce qu'on appelait les hot factors, enfin, de l'IA vraiment ultra simple à l'IA générative. Et je peux vous dire que l'augmentation de productivité, le gain aussi en stimulation de la créativité est considérable. Donc voilà ce que c'est l'IA. Oui, je crois beaucoup en l'IA générative, pas comme, pas, pas comme quelque chose, on va dire, qui va se réaliser dans le futur. Pour moi, les impacts sont déjà là. Voilà. Donc, et les gains sont déjà là. Donc, j'ai plus trop de doutes sur l'importance du phénomène. Il y a du hype, bien sûr, toujours il y a un peu de hype, mais l'avantage et la productivité et le gain sur investissement, il est déjà réel. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont fait qui ont fait un bond de géant en quelques mois grâce à ça, hein, bien sûr, OpenAI, hein, bon, c'est pas un secret, mais les belles entreprises aussi comme Mistral, qui, en quelques mois, ont fait des avancées considérables. Euh, Oui, je oui, me rappelle plus de la fin de la question, oui. parce qu'il y avait plusieurs questions, je crois, dans cette question-là. Fatem Zara, si tu veux rappeler. C'était ça, et c'était qu'attendez-vous des élèves que vous encadrez Ah oui, pendant le ouais. cadre? Oui, alors bon, en général, moi, ce que j'attends des élèves, bien sûr, c'est qu'ils passent un bon moment. Moi, je trouve que les hackathons, c'est vraiment un moment où on peut pousser un petit peu plus les limites. C'est un moment aussi où il y a beaucoup de doutes. Et j'aime bien, moi, ce doute qui s'installe et qui pousse un peu à chercher au fond de soi-même comment je peux mieux travailler avec les gens, comment aussi se dire, oui, bah, j'ai un temps qui est limité, je veux sortir quand même quelque chose. Comment je simplifie? Parce que vous savez très bien, l'un des problèmes aussi qu'on peut trouver chez les ingénieurs des fois, c'est le perfectionnisme. Alors, il faut itérer, il faut commencer quelque chose. Donc, je trouve que le hackathon, c'est un très bon exercice pour sortir justement du perfectionnisme et construire quelque chose de manière transparente, visible, se livrer un peu aussi par rapport à l'équipe. Donc, je trouve que, voilà, déjà, j'attends de jouer le jeu, de s'exprimer, de et de vivre cette aventure-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'être surpris, bien sûr. Voilà, c'est de voir qu'il y a eu des pistes auxquelles je n'avais pas du tout pensé et qu'ils puissent apporter une vision différente de la vision que j'avais. Voilà, le reste, c'est du bonus, hein, bien sûr. Apprendre des nouvelles technos, des fois, dans les hackathons, on se plonge dans des technos qu'on n'a pas trop pratiquées. Euh, aussi, travailler un peu ce qu'on appelle le storytelling, c'est aussi savoir vendre ce qu'on a fait, savoir valoriser son travail, et tout ça dans un temps restreint, c'est un très bon exercice. Merci Monsieur Jawad. Alors moi, je vais revenir un petit peu sur l'IA générative. Et ma question, c'est, vous, en tant que professionnel de l'IA, comment vous percevez les tendances actuelles en IA générative? Et est-ce que vous pensez que ces tendances seront reflétées dans les projets développés lors du hackathon? Alors, on va dire que je fais déjà une distinction entre deux manières d'aborder les sujets de l'IA. Il y a une manière, une approche, on va dire, sur les algorithmes en soi ou sur l'entraînement. Les algorithmes,
c'est difficile aujourd'hui de proposer des architectures comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui travaillent sur les sujets, bien sûr, et depuis, avec des équipes de taille considérable. En général, on va plutôt travailler sur les données, sur l'entraînement, tout ça. Il y a une approche très ML, très machine learning, très orientée training ou fine-tuning, mais quand même, ça c'est une catégorie. Et le deuxième, c'est la catégorie cas d'usage. Moi, en tant que software engineer, je vais consommer des modèles IA, je vais les consommer en utilisant des API, ou même on peut les faire tourner en local. Et là, je vais faire un usage vraiment opérationnel de cette technologie-là, en combinant des briques. Alors, sur le premier, je trouve que c'est difficile, sur un temps restreint, enfin voilà, si on est une petite équipe, ou alors si vraiment on touche à un dataset intéressant, peut-être qu'on peut faire. Je trouve que c'est un peu plus difficile pour des petites équipes ou des gens qui évoluent dans l'IA d'avancer là-dessus. Par contre, sur le deuxième, qui est de l'usage et de la combinaison du software engineering, du déploiement, là, pour moi, il n'y a pas de limite. Enfin, je veux dire, toute personne qui s'intéresse à la techno, qui a des bases techniques de software engineer, data engineer, peut avoir des avancées et peut participer à l'avancée de la techno. Par exemple, je sais pas, je donne des exemples, mais il y a énormément de nouveaux frameworks qui sont lancés. LangChain, je ne sais pas si vous en avez pratiqué, mais voilà, LangChain à la base, c'est un framework qui consomme de l'IA, d'accord? Mais pourtant, c'est l'un des frameworks les plus importants dans le monde de l'IA aujourd'hui. Alors qu'il n'est pas sur le premier, il n'est pas sur la partie training, il est sur la partie exploitation et framework d'utilisation. Donc là-dessus, on pourrait encore avoir des frameworks plus avancés, ou peut-être effectivement des versions plus avancées de LangChain. Mais voilà, pour moi, il y a bien sûr ces deux volets. Le deuxième, je pense que moi j'ai un peu plus de possibilités à participer à cette évolution, et je pense que l'évolution est à la portée un peu de tout le monde. Sur le premier, j'ai l'impression quand même que il faut avoir une certaine dimension, des fonds importants, enfin des équipes importantes pour pouvoir contribuer efficacement. Donc bon, quand on regarde les modèles qui sont publiés et qui sont dans les benchmarks, c'est pas des petites entreprises. Pour vous, monsieur Jawad, l'IA générative, est-ce que c'est un buzz passager ou une réelle avancée à impact? Alors oui, pour moi, j'ai commencé un peu à répondre à la question, et je pense que il est très clair à mon niveau que l'IA générative a un impact important, pour la simple raison que moi je vois l'effet sur la productivité de l'entreprise, sur la capacité à transmettre plus de connaissances, tous les jeunes développeurs qui l'utilisent pour explorer, pour comprendre, pour expliquer des problématiques auxquelles ils ont affaire. Je vois aussi ce que ça peut produire dans, dans le monde de la création d'images et bientôt vidéo, parce qu'on commence à voir déjà des exemples. Donc clairement pour moi, il reste bien sûr, même s'il y a un peu de buzz, le fond et la promesse de l'IA générative a été à la hauteur en 2023. On va voir en 2024 le chemin que ça va prendre, mais je vois difficilement comment on peut s'en passer maintenant. D'accord? Je donne un exemple. Moi, j'ai connu le début de Google. Bon, effectivement, maintenant, grâce à ChatGPT, des fois, on utilise un peu moins Google qu'avant, mais je veux dire, ça reste quand même un outil indispensable pour moi, Google. Enfin, je me vois pas, voilà, je me vois pas me séparer d'un outil comme ça. Et là, pour moi, ça devient aussi le même type de relation que je peux avoir avec les assistants aujourd'hui basés sur l'IA générative. Alors, maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail et on parle de type de technologie derrière l'IA générative, là, bien sûr que ça va évoluer. Je veux dire,
aujourd'hui, on a certaines manières de construire avec un certain coût, avec certaines contraintes. C'est pas optimal, voilà, c'est clair, et c'est pour ça d'ailleurs que les très grosses entreprises ont un avantage sur la production de ce type de modèle-là. Donc ça, je pense, enfin, je suis loin d'être le seul à le penser, et du coup, je ne prends pas trop de risques, hein, que ces technologies vont évoluer, et on pourra atteindre le même niveau de performance avec beaucoup moins d'efforts sur la production du modèle. Mais le service in fine, c'est-à-dire cette assistance, cette capacité à interpréter le langage naturel, interpréter tout type de langage naturel que l'être humain utilise pour réaliser des tâches, je ne vois pas comment on peut s'en passer à l'avenir. Hein. Merci Monsieur Jawad pour les réponses très pertinentes. Je vous en prie, je vous en prie. Merci Alors, pour ma part, de c'est... votre temps. Oui. Merci beaucoup et toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci Je beaucoup. vous en prie de même. Et Exactement. puis donc, je vous dis rendez-vous à la Winter School Oui. en Rendez-vous février. le 26 février. Et ça marche, très bien. Et bien, bonne continuation et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.